Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à l'adaptation et au risque climatique. Alors on est en plein dans l'actualité, évidemment, avec la vague de chaleur précoce qui touche la France actuellement, mais en même temps, qu'en est-on pas dans l'actualité lorsqu'on parle d'impact du changement climatique? Ce webinaire, comme vous le savez, certains d'entre vous, s'inscrit dans une série organisée par Calendar. On a déjà traité de différents sujets. On a déjà parlé des impacts du changement climatique sur les data centers lors du dernier webinaire, sur les routes dans le précédent. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur des plateformes de podcast si vous les avez manqués. Et aujourd'hui, on va parler de l'impact du changement climatique sur les sites industriels à risque. Comme d'habitude, je suis accompagné de deux experts pour cet échange. Donc, je suis accompagné de Christophe Terrien, qui est responsable de la performance environnementale et des enjeux climat chez Ariane Group, et de Gaëlle Dussin, qui est experte en sécurité industrielle chez Franchimie. Et pour commencer, en attendant les retardataires, je vous propose de faire un tour de table et de vous présenter. Gaëlle, si vous voulez commencer. Oui, donc bonjour à tous. Donc Gaëlle Dussin, moi je suis en charge de sécurité industrielle et de sûreté pour Franchimie. Donc Franchimie, c'est la fédération qui regroupe toutes les industries de la chimie. Donc on a plus de 1000 adhérents et donc je traite en particulier des installations Céveso et des risques associés. Merci, Christophe. Oui, donc Christophe Terrien, donc comme tu l'as dit, je suis responsable de toute la thématique climat chez Ariane Group, qu'elle soit adaptation ou atténuation ou sensibilisation, acculturation de l'ensemble des employés. Mais mon ancien métier était responsable risque industriel, donc c'est l'adaptation pour les sites Céveso, c'est quelque chose qui me parle puisque ça rejoint, je dirais, mais mon ancien et mon nouveau métier. Voilà, et pour ceux qui connaîtraient pas Ariane Group, c'est la société donc qui commercialise et qui surtout exploite et opère le lanceur Ariane d'un côté, mais aussi toute une activité de maîtrise d'œuvre pour une partie de la partie, on va dire, spatiale défense, notamment le missile M51. Et pour ma part, donc, je suis Thibault Lacombe, le fondateur de Calendar. Calendar, qui est une jeune entreprise spécialisée dans le développement d'outils pour aider notamment les industriels à anticiper les impacts du changement climatique sur leurs projets. Avant d'introduire le sujet, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de la discussion via le chat. Et nous aurons à la fin 5 à 10 minutes, selon à quel point nous aurons été bavards, pour répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impact du changement climatique et de la gestion des risques sur les sites Céveso spécifiquement. Donc, pour ceux qui l'ignoraient, un site Céveso, c'est un site qui est classé au titre d'une réglementation européenne qui répertorie les sites industriels stockant ou mettant en œuvre de grandes quantités de matières dangereuses et qui, du coup, ce titre présente des risques d'accident. Ces sites concentrent des enjeux de sûreté, évidemment, avec une réglementation importante qui impose d'anticiper les risques et de s'y préparer. Mais c'est aussi des sites industriels importants, des points importants pour l'économie et qui donc vont avoir des enjeux techniques, économiques, industriels. Et on trouve les questions d'impact du changement climatique des deux côtés, évidemment, comme facteur de risque industriel, mais aussi comme facteur de performance pour l'industrie, même sans représenter un risque d'accident. Des températures très élevées comme celles qu'on connaît ces jours-ci, par exemple, vont dégrader les rendements d'un certain nombre de process, peuvent conduire à l'arrêt potentiellement d'un certain nombre de processus. Et il faut s'y préparer si on veut assurer la performance et la continuité des opérations. Je précise évidemment, comme à chaque fois, qu'on va parler de l'impact du changement climatique sur les installations industrielles, pas de l'impact des installations industrielles sur le changement climatique, qui est un autre sujet tout aussi intéressant, mais ce n'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et pour rentrer dans la discussion, comme c'est la tradition dans ces échanges, je propose d'ancrer tout de suite le sujet dans des exemples réels.
Et je voudrais peut-être commencer à nouveau par vous, Gaëlle. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple d'événement ou de phénomène climatique qui a eu un impact sur la sécurité ou la performance d'une des installations que vous connaissez et que vous trouveriez particulièrement remarquable? Alors, je ne vais pas prendre un exemple français, mais prendre un exemple donc aux États-Unis, que certains autour du téléphone, je pense, connaissent bien, mais qui permet de bien voir que le risque NATEC, en fait, donc les événements naturels qui induisent un risque technologique, c'est bien pris en compte. Par contre, donc, le sujet du jour, c'est comment anticiper le futur et là, l'intégrer. Et donc l'événement, c'est à Crosby, donc aux États-Unis, où alors je ne vais pas citer tout le procédé, hein, mais donc il y avait des matières qu'il fallait absolument refroidir. Et donc suite à un événement avec une montée des eaux non prévue, très haute, et bien ces barrières n'ont plus été effectives, et les systèmes de sécurité pour remettre en service les barrières n'étaient pas non plus effectifs. Donc il n'y a pas eu d'événement comment dire, majeur sur la population, mais quand même ça a été très structurant pour voir que ce qu'on pensait être un bon niveau d'eau, finalement n'était pas le bon niveau d'eau. Et donc ça pointe bien le sujet de l'anticipation. Donc ça c'est un événement qui date de 2014, qui a été quand même assez structurant pour engager après la suite des travaux qu'on a mené au niveau de la profession. Il y a eu aussi dans le même temps, il y avait un guide INERIS sur l'inondation, donc il y avait beaucoup de documents sur le sujet inondation, et donc on a commencé à s'atteler au sujet dès 2014, et puis après de façon un peu plus concrète sur le changement climatique dans son ensemble, plus récemment, et justement à l'instar d'événements dont Christophe pourra parler, qui a été un peu l'origine du groupe de travail plus transverse de la fédération. Voilà. Donc, Christophe. le sujet, c'est les barrières critiques qu'il faut maintenir en toutes circonstances et bien anticiper le secours aussi de la barrière critique. Oui, en termes d'événements remarquables, j'en verrai deux de mon côté. Alors, c'est des choses totalement opposées, un extrême et des choses plus faibles, mais qui sont intéressantes. Le premier, c'est évidemment donc, un événement que nous avons subi chez ArianeGroup en 2022, en juin 2022, avec un épisode de grêle intense qui a parcouru la région bordelaise et notamment a survolé un de nos sites. Et donc, en quelques minutes, on a perdu une bonne cinquantaine, voire plus, de toitures sur nos bâtiments industriels sur un site Céveso. Et donc, on s'est retrouvé donc des toitures de fibrociment, et donc on s'est retrouvé avec des installations totalement non exploitables. Alors, pas d'accident, hein, pas d'accident majeur évidemment sur cet événement, mais par contre une incapacité à poursuivre les activités, et en plus avec une situation donc, de contamination amiante qui nous a conduit évidemment à rendre difficile le retour à la normale. Hein, la remise en sécurité est faite évidemment immédiatement, mais on a eu du mal évidemment à repartir en exploitation. Donc ça, c'était vraiment un événement extrême qui a concouru, je dirais qu'on avait déjà entamé le sujet de l'adaptation ou de la question des risques physiques depuis, je dirais, une petite année. Mais c'est vrai que c'est un événement qui a marqué, j'ai envie de dire, à la fois le site et la direction et l'ensemble des personnels, et qui a permis aussi de mettre le doigt sur cette problématique du changement climatique, des grêlons qui vont. Enfin, même si à l'époque, la grêle n'avait pas forcément d'attribution, mais on va pas revenir dessus. Voilà. Et également, je mettrai en valeur aussi des choses que, depuis un certain temps, on enregistre ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire qu'à chaque événement climatique, intensité soit de chaleur, soit de pluie, soit etc., de tempête, je demande aussi de remonter les événements et les conséquences sur les sites. Et en fait, on se rend compte que si on met le zoom dessus, déjà aujourd'hui, on a tout un ensemble de signaux faibles qui montrent que ces événements ont déjà des impacts sur le site. Alors évidemment, comme ils ne sont pas tagués changement climatique directement, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça coûte sur une année, de ce que ça engendre comme impact, que ce soit des arrêts de production, que ce soit des matériels qui sont endommagés, etc., etc. Mais on voit bien qu'avec on a déjà beaucoup de signaux faibles quand on les regarde, qui sont des choses intéressantes et qui montrent qu'on a une augmentation et qu'on a aussi derrière surtout des enjeux et des coûts et évidemment des problématiques de risque aussi vis-à-vis des installations industrielles à prendre en compte sur ces sujets. Voilà, Et juste si je peux
Si Oui, je vas-y. peux me permettre, donc là, je remontais 10 ans en arrière, hein, mais là, effectivement, à des horizons beaucoup plus proches, il y a aussi la pression très forte au niveau des assurances, qui fait que le sujet il devient aussi totalement incontournable. Bien Au-delà, sûr. bien sûr, de la maîtrise de l'intégrité de l'outil qui fait partie du quotidien. Mais au niveau événement concret, bah, on voit bien les primes d'assurance qui ne cessent d'augmenter. Donc il y a bien un vrai sujet. C'est intéressant parce que vous avez cité tous les deux des événements qu'on ne peut pas manquer, en fait. Évidemment, quand vous perdez 50 toitures d'un coup ou quand vous avez un site industriel qui est inondé et que ça entraîne un incident, c'est difficile d'y échapper. Enfin, un feu Mais, majeur, ouais. mais en même temps, Un peu Christophe majeur. l'indiquait aussi, certaines évolutions liées au changement climatique vont être moins notables et c'est peut-être si je voulais prendre un exemple peut-être en contre-coup à ce que vous avez cité, on expérimente aujourd'hui une vague de chaleur très précoce. Euh, la précocité signifie aussi qu'on est en période de travail et pas en période de vacances. C'est typiquement quelque chose qui va avoir un impact sur un certain nombre de sites, à la fois en termes de rendement des machines, en termes d'impact sur les travailleurs. Et c'est vrai que là, on est plutôt dans du signal faible qui peut être assez facile de manquer. Et la preuve, c'est que je n'ai pas forcément d'exemple qui me viennent à l'esprit Ah non, mais d'un incident qui implique ça. Mais voilà, je voulais insister sur le fait que il y a les événements climatiques extrêmes, remarquables, quand ça explose, quoi, quand c'est hollywoodien. Et puis, il y a aussi la partie ennuyeuse et peu remarquable des changements de long terme qui peuvent dégrader l'efficacité, le rendement, la performance d'une installation sans que ce soit très visible a priori. Euh, pour continuer la discussion et peut-être contribuer à la cadrer un petit peu mieux, j'ai rappelé très brièvement en introduction ce qu'est une installation Céveso. Est-ce que, Gaël, vous pourriez nous expliquer, enfin, la plupart des gens le savent probablement déjà, mais pour ceux qui l'ignoraient, de quoi on parle, et nous dresser un peu un tableau de ces installations en France, combien il y en a, est-ce qu'elles sont localisées dans certains endroits plus que d'autres, ce genre de choses. Ok, donc ce sera très rapide. Donc au niveau français, alors donc je vais parler au-delà de la chimie, hein. Il y a 1300 établissements Céveso, il y en a 700 seuil haut. Donc seuil haut, c'est avec le plus haut potentiel de danger, donc le plus gros inventaire. Alors au niveau Céveso, on a trois grands types d'inventaire. On a les toxiques aigus, donc par inhalation. Donc je donne un exemple du chlore, de l'ammoniac. On a les dangers physiques, donc les explosifs, les inflammables par exemple, et puis on a les dangers pour l'environnement. Donc on a ces trois grandes familles, et donc plus on a d'inventaire dans ces familles, plus on va être Céveso seuil haut, et sinon donc il y a des seuils bas. Donc 700 seuils hauts et 600 seuils bas, et au niveau de la chimie, on est réparti, et donc nous on en a 400, 250 hauts et 150 bas. Bon, ces chiffres sont malheureusement un petit peu à la baisse avec les fermetures d'usines qu'on peut connaître. Et au niveau des répartitions, alors bah, on connaît tous la vallée de la chimie, donc c'est là où on a le plus d'établissements Céveso. Après, alors on connaît peut-être moins, mais au niveau Hauts-de-France, il y a quand même 160 établissements Céveso, j'ai regardé là récemment. Et puis Grand Est aussi, ben, avec tout ce qui est historiquement la chimie avec l'Allemagne, enfin voilà, il y a beaucoup d'industries. Et ensuite vient naturellement à l'esprit tout ce qui est bassin méditerranéen et puis la Normandie. Voilà, donc cette répartition, elle se fait sur tout le territoire, en sachant bien sûr que bah, il y a des régions où on va avoir moins d'industrie. Ça, on imagine bien en Bretagne, dans certains endroits ou autres, où là, on sera avec une répartition moindre. Voilà, mais il y a une cartographie qui est très bien faite sur le site du ministère de l'écologie, si cela vous intéresse. Ça permet d'avoir une visualisation concrète. Et alors au niveau des secteurs, on va avoir tout ce qui est pétrochimie, on va avoir les explosifs et on va avoir la pharmacie, la chimie fine. Mais donc ça c'est réparti avec, voilà, j'ai pas la pondération exacte, mais tous les secteurs d'activité sont concernés, donc pas que la chimie, comme je vous ai dit, c'est 400 sur les 1300. Donc 1300 sites classés Céveso, un certain nombre exploités par Ariane Group. Christophe, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus du point de vue de l'exploitant, quelles sont les obligations concrètement qu'il y a pour ce type de site en matière de gestion des risques climatiques? Alors, ces sites Céveso, évidemment, ils font l'objet d'un suivi particulier de l'administration, et donc on a tout un dossier à monter
pour autoriser ces installations à fonctionner. Hein. On ne décide pas soi-même de monter un Céveso, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. Concernant les risques climatiques, on parle de risques NATEC, hein, comme l'a dit tout à l'heure Gaël, donc les risques naturels et technologiques. Alors, il y a quelques éléments qui ne sont pas climatiques, notamment le séisme, mais on ne va pas en parler. Mais globalement, donc c'est ce qu'on peut comparer aux risques climatiques, ce sont les risques NATEC, hein, naturels et technologiques. Aujourd'hui, c'est essentiellement pris à travers un respect de standards et de normes. C'est-à-dire que si vous respectez un certain nombre d'éléments, vous n'avez pas à tenir compte de ces éléments. C'est un peu surprenant, mais c'est un peu comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire que si vous respectez la norme foudre, de protection foudre de vos installations, le risque foudre n'existe plus, entre guillemets. Et l'inondation est également pris en compte avec un certain niveau d'inondation à prendre en compte qui, en fait, est basé sur le retour d'expérience du passé, ce qu'on appelle la période de retour de 100 ans historique. Hein, et donc, c'est vrai qu'on voit bien un petit peu la limite aujourd'hui du système, puisqu'on parle du passé pour prévoir l'avenir, ce qui marchait très bien quand le climat était stable, mais évidemment, on peut se poser la question de la pertinence de cette approche avec un climat qui évolue et donc des intensités de probabilité qui sont modifiées dans le temps. Alors, on a ce genre d'approche, hein, donc essentiellement pour l'eau et puis la foudre et le vent dans les études de danger. On retrouve des éléments aussi dans le code forestier, tout à fait, avec les obligations concernant le défrichement. Hein, donc, on a une spécificité. Le défrichement pour les Céveso est demandé à 200 mètres. Donc, c'est écrit dans le code forestier. Donc, vous voyez que c'est un peu à part du code de l'environnement. Mais c'est une obligation pareille des moyens. Il n'y a pas d'analyse de risque. Il n'y a pas... Alors, évidemment, là, on peut considérer que le changement climatique peut être pris en compte puisque la prise en compte des forêts qui sont concernées sont modifiées sur le code forestier au fur et à mesure des intensités qui peuvent augmenter. Mais c'est vrai que globalement, on ne parle pas de changement climatique. Alors c'est assez marrant parce que le code de l'environnement parle bien du changement climatique, mais sur le côté impact, c'est-à-dire la partie analyse environnementale, hein, puisque le R100, je crois que c'est alors je me souviens plus, je l'ai plus en tête, si le 122-5, il parle bien qu'il faut prendre en compte l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, mais on parle bien d'études d'impact, on n'est pas sur l'étude de danger, donc on n'est pas sur la partie risque. C'est assez surprenant, ça n'a pas été repris aujourd'hui encore dans la partie risque. Très bien. Pour l'anecdote, sur les obligations de défrichage qui ont été revues à la hausse récemment, il y a quelques années par la loi, l'amendement en question citait une étude qu'on a réalisée nous et qui montrait qu'il y avait une aggravation du risque incendie à proximité des installations Céveso, particulièrement dans des zones qui historiquement étaient épargnées. Donc, voilà, on a essayé de projeter ce risque. Mais c'est intéressant, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Christophe, sur le risque inondation, l'utilisation de Sentinel basée sur l'observation du passé. Là, c'est quand même assez surprenant dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui d'avoir encore cette hypothèse de stationnarité du climat. Et ça a été souligné d'ailleurs dans un rapport qui est paru en novembre de l'année dernière, je crois, de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui notait que la notion d'aléa de référence rapporte aux aléas du passé et repose sur une hypothèse implicite de stabilité du climat. En fait, c'est quand même... j'en perds un petit peu mes mots d'avoir cette hypothèse finalement qui paraîtrait climato-sceptique si on la défendait, qui en fait est encore sous-jacente à la plupart des études de danger. Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est vraiment la situation actuelle, Gaëlle? Tout ça, justement, est en évolution et va changer. Parce qu'il y a eu donc non seulement les professions qui ont été auditionnées par l'IGEDD, justement, pour faire son rapport sur comment on appréhendait NATEC. Donc ça, comme le disait Christophe, au niveau NATEC, en général, on est bien outillé. Il y a eu beaucoup de bibliographie. Même il y a eu un document assez intéressant fait par nos collègues anglais au niveau de la chimie qui anticipait ça aussi de façon plus globale. Mais donc il y a beaucoup de documents du BARPI aussi, hein, qui est le bureau d'analyse des risques qui fait des fiches sur tous les sujets, feux de forêt, inondations, etc. Donc il y a beaucoup de documents. Par contre, il est vrai que la prise en compte du futur, là, ça a été
je dirais, mis en musique de façon très officielle avec le plan national d'adaptation au changement climatique qui est sorti donc en mars 2025 et qui adresse bien le sujet par la mesure 19, si je me souviens bien, sur la prise en compte du changement climatique dans les risques technologiques. Par contre, la page reste encore à écrire parce que Mmh. la réglementation n'est pas encore disponible, devrait commencer à se dessiner selon nos informations d'ici la fin de l'année, de cette année. Enfin, on pourra en dire plus après si vous le Mmh. souhaitez. Mais voilà. Le rapport en question appelait à définissait une nouvelle notion qu'ils appelaient l'aléa Mmh, raisonnablement prévisible et appelait à prendre en compte cet aléa mmh, raisonnablement prévisible en s'appuyant sur les hypothèses scientifiques les plus fiables, mmh, notamment mmh, la traduction dans les scénarios de la TRAC. Quel est mmh. votre point de vue, vous, France Chimie, sur cette perspective? Enfin, ça reste assez vague. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce projet? Alors je vais commencer après bien sûr Christophe qui a participé activement. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, on avait un groupe de travail, conjoint, industriel dont, Christophe faisait partie. Puis je vois qu'il y en a d'autres ici connectés, qui faisaient partie aussi de ce groupe de travail. On a eu l'occasion de lire attentivement ce rapport et de faire en remarque. Et donc il y avait quand même un point important effectivement, sur la cohérence, pas très nette, entre, le rapport et puis, le PNAC et le TRAC, la TRAC pardon, où, bah, normalement, il faut prendre en compte, les scénarios, pas extrêmes, alors que le rapport IGEDD, en est vers le scénario 8.5. Et puis, effectivement, au niveau du rapport, donc non seulement il y avait l'aléa, raisonnablement prévisible, mais il y avait la prise en compte des notions de probabilité, alors qu'on sait, que c'est extrêmement complexe et que prévoir l'intensité avec la probabilité associée sur les aléas, voilà, enfin, nous on connaît pas de données, très robustes, sur le sujet et indiscutables. Non discutable, pardon. Donc en fait, par rapport à ces données, nous, bah, on s'est repositionné sur les recommandations de la profession qui étaient d'avoir une approche, alors comme cité tout à l'heure, de plutôt déterministe, comme on peut le faire sur le séisme, c'est-à-dire de sélectionner les équipements les plus critiques en termes de risques technologiques et de regarder si aujourd'hui déjà, bah, on les maîtrise, la vulnérabilité est maîtrisée, et puis avec les évolutions projetées, donc selon la track 2030, 2050, 2100, où on se positionne et proposer donc des mesures d'adaptation concrètes pour y faire face. Sachant bien sûr que 2100, c'est plus pour une nouvelle usine ou pour une usine bah, dont on sait que la pérennité est assurée pour les 100 ans à venir. Mais se projeter aujourd'hui sur 2100, c'est pas forcément le plus pertinent. Donc le rapport n'était pas clair entre les installations existantes, les installations nouvelles. Le rapport n'était pas du tout, enfin, nous satisfaisait pas sur la dimension probabilité et approche donc matrice de risque, où ça nous semblait non réalisable. Après, il y avait des recommandations intéressantes sur la partie data, dont on va parler peut-être juste après. Mais oui, il fallait que ces jeux de données soient bah, produites par l'État pour pas qu'il y ait de discussion entre les sites sur les niveaux d'eau à prendre en compte, sur les niveaux de température, etc. Voilà. Et donc, on a lu effectivement attentivement ce rapport et fait nos recommandations au ministère. Je Christophe, sais pas, Christophe, si vous tu voulez voudrais compléter? compléter. Non, sur la partie rapport de CGDD, on a participé, on a été consulté, on a été Mm. interviewé dans le cadre de ce rapport. Et il a le mérite de poser un certain nombre de positions. Et d'ailleurs, c'est intéressant Mm. parce que ce rapport, au départ, ce n'était pas d'ailleurs le sujet, c'était pas le changement climatique, c'était Mm. comment Natech, les ouais. risques physiques sont pris en compte d'une manière générale, les risques NATEC sont pris en compte dans la Mm. par les industriels et est-ce que la réglementation est pertinente pour ça? Et ça a vraiment Mm. dérivé sur le changement climatique. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui a été porté, qui a été interrogé, qui a été questionné et qui est devenu le cœur du rapport. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Maintenant, quand on parlait justement tu parlais, est-ce que c'est un déni, le fait que ce ne soit pas encore traité? Je ne pense pas. Par contre, il y a une vraie question, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'adapter nos capacités de changement de nos standards, de changement de nos réglementations, etc., avec la cinétique du changement climatique? C'est-à-dire, moi, c'est un vrai débat que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le changement climatique ne nous attend pas, il évolue très rapidement, il va évoluer de plus en plus rapidement. Et comment on adapte nos capacités de décision, nos capacités de standard, parce on va avoir besoin de référentiels, on va avoir besoin de méthodes, Mm. et
Et le sujet du risque industriel n'est pas le seul cas, mais dans tous les périmètres d'adaptation, on voit bien que on a des processus, j'ai envie de dire humains, de décision qui parfois peuvent être plus longs. Donc on se retrouve dans ce qu'on appelle en gestion de crise, hein, pour ça on connaît, hein, dans le risque industriel, mais voilà, on va se retrouver peut-être dans ces situations-là qu'il va falloir gérer. C'était un vrai questionnement global que je peux avoir sur le sujet. Mais donc, on va dire que la démarche est lancée, que le rapport du CGDD, que le CNAC a lancé la chose. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des intervenants du ministère autour de la table qui travaillent sur le sujet aujourd'hui. Et j'espère qu'on va. Voilà. L'objectif, c'est d'avancer, mais évidemment d'avancer en commun parce que je dirais personne n'a la bonne solution, mais de partager pour les contraintes et les solutions. Alors juste par rapport aux éclairages qu'on a pu avoir avec le ministère côté Briec, hein, sur la mesure 19 qui nous concerne donc directement en tant qu'établissement Céveso, c'est qu'effectivement, potentiellement, on n'irait pas vers une approche probabiliste, on resterait sur cette approche déterministe qui nous semble pertinente, et qu'on se concentrerait avant tout sur le sujet inondation et feux de forêt, et puis surtout, alors ça nous semble incontournable, hein, que les industriels aient déjà anticipé cette gestion de crise et vu tout, en particulier les barrières critiques, si elles doivent être maintenues, s'il y a un secours, est-ce que ça fonctionne, comment toute cette chaîne s'articule sur ces sujets clés, inondation, feux de forêt. Il y a les autres sujets, hein, mais en tout cas, c'est leur focus et ils travaillent essentiellement sur ces deux volets actuellement, sauf si d'autres informations sont accessibles dans la conversation. Est-ce que vous pourriez, alors je vais avouer mon ignorance, mais je ne vois pas la différence entre les deux approches que vous avez évoquées plusieurs fois, probabiliste et déterministe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit? Christophe, je pense que je peux le faire, mais vas-y. Vas-y. Non, mais alors simplement déterministe, c'est on dit voilà, enfin il y a un séisme et donc l'équipement intrinsèquement on sait que s'il lâche il va y avoir un problème avec un nuage par exemple de toxicité aiguë, et intrinsèquement on le construit au séisme et demain il n'y a plus de sujet. Tandis que l'approche probabiliste, c'est quelle est la probabilité que cette vanne soit défaillante à tel ou tel voilà, niveau d'incertitude. Pour faire simple, le déterminisme, on va considérer un événement de référence qui va couvrir, on va dire, un niveau qui va couvrir un certain nombre d'événements potentiels, donc d'être couvrant d'un point de vue probabiliste, et donc on va se référer à cet événement pour dire on regarde cet événement sans considérer la probabilité. On regarde comment on réagit à cet événement et on doit tenir cet événement. Ça permet de couvrir évidemment tout un ensemble de situations qui, elles, peuvent être probabilisées. Voilà, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. On considère l'événement. Et donc ça, historiquement, les études de danger d'ailleurs étaient calées sur une approche déterministe et après il y a eu donc à l'issue de toute la modification de réglementation à l'issue de l'accident AZF où on est passé à une approche déterministe où on se positionne dans une matrice d'acceptabilité du risque. Donc la probabilité et la gravité potentielle. Et donc on voit, si on a une gravité très élevée et un niveau de probabilité très élevé, on va être en case rouge. Et donc il va falloir agir pour réduire. Là, on n'est pas dans cette dimension. D'accord. De votre point de vue, Christophe, là je parle de nouveau à l'exploitant d'installation. Est-ce qu'on est outillé aujourd'hui pour prendre en compte les nouvelles projections climatiques de la TRAC dans la gestion des risques industriels ou est-ce qu'il manque des choses en termes de données, de méthodologie, de réglementation, etc.? Il manque évidemment beaucoup de choses. Je pense qu'il faut le faire. Alors, déjà, il faut voir que le risque industriel, d'une manière générale, hein, culturellement et réglementairement, il est géré autour de standards. C'est-à-dire que quand on parle d'explosion, quand on parle du VCF, c'est des termes un peu barbares pour certains, mais globalement, ce sont des termes qui sont définis avec des règles, comment on calcule ce genre de choses. Enfin, vous voyez, on a tout un ensemble pour éviter justement que tout le monde ne fasse tout et n'importe quoi. Et je pense que pour les risques climatiques, c'est la même chose. Il faut vraiment qu'on ait une standardisation, donc une normalisation de comment on travaille sur ce sujet et quelles sont les hypothèses que l'on prend. Parce que sinon, on va avoir une variabilité de prise en compte et une variabilité d'interprétation administrative qui vont être totalement ingérables du côté exploitant ou du côté administratif de toute façon. Donc je pense qu'on a tous, c'est vraiment, j'ai envie de dire, des deux côtés où on a ce besoin de cadrer tout simplement le sujet de manière pertinente. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, donc des méthodologies et un référentiel, comme on l'a déjà sur tout l'ensemble des accidents majeurs ou des phénomènes dangereux tels qu'on peut les considérer. Comment on prend mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, il y a une standardisation, mais qui n'est pas la bonne aujourd'hui parce qu'elle ne prend pas en compte le changement climatique. Mais c'est globalement de conserver des hypothèses de référence partagées
par tout un chacun, que ce soit côté administratif ou côté exploitant. Ça me paraît important. La deuxième chose, concernant les datas, parce que je crois que Calendar, évidemment, c'est un sujet qui les intéresse de manière tout à fait justifiée. Je pense qu'il y a un vrai problème, et ça, c'est ce que j'avais pu constater quand on avait eu les retours sur la mission du CGEDD. C'était un peu le yaka faucon, c'est-à-dire que vous avez des data climat et vous en faites, ça vous fait, tout de suite, ça vous donne quelque chose. J'insiste toujours, une data climat n'est pas un aléa. C'est pas parce que vous avez une data de tant de jours Tartampion ou de tant de jours au-dessus de 35 degrés ou je ne sais pas quoi que ça vous donne un aléa climatique. Ça Et donne une comment, tendance, ouais. exact, même pas, je ne sais pas le traiter. Quelle est la bonne data qui me définit une canicule? Est-ce que c'est le 35, c'est le 38, c'est le 27? Est-ce que c'est des durées? Est-ce que c'est des nuits chaudes? Tout ça, ça peut changer. Thermomètre humide, enfin, on peut mettre plein de choses. Donc, vous voyez que nous, on a besoin d'aléas. Quelles sont les datas qu'on met dans les aléas? C'est une première chose. Ça peut être différencié d'ailleurs en fonction du type de risque et du type d'installation. Quelles sont les datas qu'on va mettre dedans? Et quelle est l'échelle de criticité que je mets derrière? C'est-à-dire, c'est quoi mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3, mon niveau 4? Et ça peut aussi varier et on peut avoir des résultats totalement différents parce que je l'ai testé en interne, je vous le présenterai tout à l'heure. On peut avoir des résultats complètement différents et quand on n'utilise pas les bonnes datas ou les bons critères, quelles sont les datas que j'utilise? Est-ce que j'utilise le 95e percentile de tel scénario? Ou est-ce que j'utilise tel scénario? Est-ce que j'utilise la médiane? La médiane peut écraser énormément de choses. Donc, vous voyez, on peut faire surtout n'importe quoi avec des datas climatiques. Et je pense que des opérateurs comme vous sont évidemment utiles parce qu'il faut des gens qui soient capables de comprendre ce que c'est qu'une... on est sur la donnée statistique quand on fait de la météo, on n'est pas sur une donnée physique. Voilà. Et ça, c'est important que les gens comprennent ça et qu'ils soient capables d'avoir des supports adaptés. Et je pense donc des référentiels qui vont bien pour dire comment j'intègre mon aléa et comment je le traite en termes de criticité. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point essentiel, c'est évidemment, mais Gaël en a un peu parlé, de séparer la partie, un peu comme on l'a eu sur le séisme, la partie installation existante et installation nouvelle. On ne peut pas demander à l'existant la même chose que sur du nouveau. Pourquoi? Parce que ça existe, tout simplement. Et notamment sur ce qu'on appelle le gros œuvre, le bâti, etc. Ça ne se change pas comme ça, c'est des enjeux colossaux en termes d'investissement. Évidemment qu'on ne peut pas demander la même chose. Alors évidemment, ça se discute, mais je pense que c'est important de bien séparer l'existant, même en termes de référentiel dans les entreprises. De toute façon, ce n'est pas géré par la même canaux. C'est important d'avoir cette double lecture. Qu'est-ce que je fais pour l'existant et qu'est-ce que je demande aux installations futures? Ça me paraît les trois sujets importants qu'il faut qu'on cadre et qu'on discute. On discute déjà évidemment, mais qu'on soit capable de partager avec une certaine cohérence. Et je pense qu'on n'a pas tout aujourd'hui en tout cas de mis sur la table au niveau de toutes les parties prenantes. Ouais. Alors je rejoins complètement sur le besoin de standardisation en matière de données climatiques. C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on essaye de travailler de notre côté. Et sur l'opérationnalisation, quand vous disiez qu'est-ce que je fais d'un nombre de jours supérieur à 35 degrés, je pense que c'est prendre le problème dans le mauvais sens. En fait, nous, en général, quand on travaille avec des industriels, la première chose dont on essaye de les convaincre, c'est que l'adaptation et la prolongation de leur pratique de gestion de risques météorologiques existants, et qu'on va essayer de mettre à disposition de gens qui aujourd'hui gèrent déjà le risque météo, le même type d'informations qu'ils utilisent, mais projetées sur l'avenir au lieu d'avoir des évaluations basées sur le passé. Et je pense que c'est aux fournisseurs de données de s'adapter aux pratiques industrielles et pas l'inverse. C'est certainement le problème quand on essaye d'utiliser par exemple les données TRAC, qui sont des indicateurs assez génériques et qui ne sont pas nécessairement très alignés sur ce qui peut déjà être utilisé ou les besoins. Sur ce sujet des données, Gaël, Franchimi, oui. Si je devais juste rajouter une chose sur les datas, ce qui est important aussi de prendre en compte au niveau des criticité, c'est non seulement les intensités de probabilité, mais aussi également la cinétique d'évolution. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, et on le voit sur nos sites, qu'un site qui connaît déjà des situations données, il a déjà un niveau... La notion d'adaptation, c'est bien une notion de mise à hauteur de quelque chose par rapport à un référentiel qui n'est plus adapté. Donc la notion d'évolution, elle est fondamentale. Ce n'est pas qu'une notion d'intensité, c'est une notion comment on va évoluer la situation entre aujourd'hui et demain. Ça, c'est fondamental à prendre en compte. Une notion d'adaptation, c'est une notion d'évolution. Ce n'est pas qu'une notion d'intensité et de probabilité.
Et sur ce sujet de la disponibilité des données, Franchimi a mis en place un guide méthodologique assez récemment avec un outil destiné à vos adhérents qui s'appelle CamAdapt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Gaël? Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a 2 volets à ce travail, donc qui a été lancé comme je disais en introduction, surtout, à la demande en particulier, côté Ariane Group et côté d'autres industriels autour du téléphone avec des événements majeurs et le besoin d'avoir un outil général, en fait, un guide général sur l'adaptation, sur les volets, travailleurs, sur le volet procédés et sur le volet, heu transport et logistique. Et puis sur les volets, à la fois, je génère une gravité sur les hommes et je génère une perte d'activité. Donc on a rédigé, voilà ce guide qui est disponible à tous, hein, le DT 127. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, vous aurez directement accès. Donc un guide, pour structurer un petit peu la démarche, pour aller de, les données géolocalisées et ça ce sera je vais en parler juste après avec l'outil Kemadap. Mais donc là, la démarche, c'est d'avoir de façon géolocalisée quels sont les aléas, donc horizon 2030, 2050, 2100. Avoir identifié ces équipements qu'on juge critiques, voir si aujourd'hui ils sont ou non déjà vulnérables, enfin, parce qu'on a vu des failles par le passé, et avec ces projections climatiques de demain, voir quelles sont les mesures à mettre en place. Et le cœur du travail du guide, ça a été donc de développer plusieurs centaines de mesures d'adaptation qu'on propose par domaine. Après ce guide, il peut être un petit peu, compliqué, pour, la prise en main d'une petite structure qui serait pas Céveso, et donc nous on voulait quelque chose de très général et donc à la base le guide on pointait juste, Climadiac commune et ça a semblé à beaucoup et c'est normal, hein, très insuffisant pour pouvoir, se projeter avec, des données, autres que, nombre de nuits chaudes, dôme de chaleur et cetera. D'où cet outil, comment dire? Une plateforme un petit peu clé en main. Je vois que mon collègue Olivier Galisson qui a développé la plateforme est en ligne, hein, pourra en parler plus, enfin dans le chat si j'ai bien compris. Mais donc cet outil en fait, c'était de pouvoir directement, pour, donc un site qui serait pas dans la démarche Céveso, hein, parce que là je tiens bien à préciser que ce sera insuffisant. Ça juste appuyer sur le bouton et avoir la liste de mesures, ça sera pas suffisant, vis-à-vis d'un site Céveso. Mais de façon générale, c'est quand même très intéressant de pouvoir, lancer cette acculturation et commencer à se positionner grâce à cet outil qui permet donc, en se géolocalisant, d'avoir accès aux données. Donc ça a été un travail de compilation, hein, de data, des données Météo France, des données du DRIAS, et cetera, des données aqueducs sur l'eau, hein, parce qu'on n'a pas parlé de la sécheresse aussi, qui est un vrai sujet. Donc d'avoir, de façon géolocalisée ces projections et de pouvoir donc, s'il y a une tendance, sur tel ou tel aléa, d'avoir le catalogue de mesures qui s'insère directement, sur ce qui est pertinent sur le site. Donc voilà en quoi consiste dans les grandes lignes cet outil, qui permet, d'avoir, très rapidement déjà une première approche, cette acculturation et donc dans notre guide en fait, on a, effectivement et on y retrouve, ces mesures clés, déjà mis des mesures, comment dire? Sans regret. Former les gens, être sensibilisés, avoir les plans d'urgence, et puis sur les aléas, clés, avoir, des mesures, de base. Voilà, sur l'eau, sur, donc la chaleur, les feux de forêt et sur, la sécheresse. On s'est positionné, Mmh. sur ces dimensions. C'est un outil qui est utilisé chez Ariane Group, Christophe? Alors non, c'est pas un outil qui est utilisé. On l'a testé, bien entendu, dans le cadre du bêta-test, parce que je participais au groupe de travail et c'est toujours intéressant et c'est un outil, mais comme l'a dit Gaël, il est plutôt adapté, je dirais, pour mettre en mouvement un certain nombre d'acteurs, Mmh. notamment les petits, sur ce sujet Mmh. d'adaptation qui peut paraître Oui. complètement une fois par Mmh. contre, évidemment, comme outil, entre guillemets, dit simplifié, comme outil simplifié, comme dit Gaël, c'est pas un outil qui va, si ça marchait comme ça se saurait. On peut en Mmh. sortir un plan d'adaptation détaillé avec tout un ensemble de choses pertinentes, techniques, et cetera. Donc c'est vraiment un outil qui permet, avec quelques datas climatiques d'entrée qui ont été post-traitées et une échelle de criticité qui a été définie, mais qui est propre à Chemadapt et sur des datas qui sont spécifiques à Chemadapt, qui sont pas non plus exponentielles. Donc globalement, on a une première visualisation et puis derrière, on a des remontées de mesures
qui sont génériques, hein, je dirais, mais qui sont intéressantes pour dire, bah, tiens, je peux travailler sur telle ou telle thématique. Donc, c'est vraiment un outil plutôt pour moi de mise en mouvement d'une entité. Ça lui donne une synthèse assez simple. Par contre, exploiter directement cette synthèse, comme dire c'est mon plan d'adaptation, ça ne marche pas. Donc, globalement, je dirais, sur des entités comme plus grosses, ou déjà avec une certaine maturité comme on l'est, ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser, on va dire, pour valider l'ensemble de notre démarche. Voilà. Mais c'est un outil qui, par contre, est très intéressant pour, je dirais, pour des entités qui n'ont pas encore adressé le sujet, pour commencer le sujet et avoir tout de suite un mode de réflexion, des axes de travail sur sa logique adaptation. Mais donc les deux forces, c'est effectivement d'avoir Voilà. essayé de simplifier la donnée climatique parce que on était un petit peu perdu avec les données habituelles sur Météo France. Et puis ces mesures, franchement, ces mesures qui sont dédiées à notre secteur d'activité, on a fait plein de bibliographies. Enfin, on ne trouvait pas quelque chose d'aussi complet qu'on a travaillé pendant plus d'1 an, hein, avec des groupes de travail, des experts sur chaque composante. Donc ça, c'était vraiment un plus. Très De compiler intéressant. ces deux dimensions. Et je pense que c'est vraiment enfin, la bonne façon d'aborder le sujet. On sait que sur l'adaptation, comme sur beaucoup d'autres sujets, en fait, les moyens disponibles sont loin d'être infinis. Et moins on consacre de moyens à la collecte de données ou à la réflexion, parce qu'il y a des choses qui préexistent et qui peuvent être exploitées facilement, mieux c'est, et plus ça permet d'avoir des capacités d'action sur les vrais enjeux de réduction des risques. Du coup, Christophe, vous disiez que vous, avec Ariane Group, vous êtes peut-être sur une phase plus avancée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la démarche d'adaptation d'Ariane Group et les actions que vous avez pu mettre en place? Oui, alors il faut toujours rester modeste, hein. On avance à son rythme. Comme tu le dis, les moyens sont toujours limités et on essaie d'être cohérent surtout et d'avoir, j'ai envie de dire, du step by step. C'est important comme tout grand sujet complexe, il faut pas y aller, je veux dire, en se disant tout de suite la réponse. On progresse aussi avec les réflexions, avec le travail, avec l'analyse et avec les discussions tout simplement qu'on peut avoir avec d'autres parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, nous, on est parti en plusieurs étapes. La première, évidemment, de toute façon, c'est l'appropriation du sujet par l'entreprise. Et donc, ça commence par un état zéro, tout simplement. Hein, mais je pense que tout le monde doit commencer comme ça. C'est quoi ma photographie? C'est quoi mes problèmes? C'est quoi mes risques? Alors, ça peut être simplifié, ça peut être plus complexe. Nous, on est parti sur une évaluation globale de tous nos sites en termes d'évaluation des risques physiques. Donc, on est rentré relativement dans le détail de tous nos process, nos processus, qu'ils soient internes, externes, enfin, en termes de proximité de site, que ce soit les réseaux, que ce soit les servitudes, que ce soit les procédés, les bâtiments. On l'a fait de manière déterministe, en disant, voilà, qu'est-ce qui se passe si j'ai des gros actes de chaleur, sans mettre forcément de valeur d'ailleurs. Et derrière, on a calqué, je dirais, on a travaillé en parallèle avec une matrice d'aléas que j'appelle par site. Hein. Donc, on est allé récupérer des datas climatiques et on a créé notre propre grille de criticité. Pourquoi? Parce que des grilles de criticité, on en trouve plein chez tous les fournisseurs, que ce soit chez Darodo, d'ailleurs, potentiellement. Mais ces grilles de criticité ne sont pas forcément adaptées à nos besoins, ou alors elles ont des valeurs qui sortent des choses qui ne sont pas forcément pertinentes ou ne permettent pas d'avancer. Donc on s'est créé notre propre exploitation des datas avec une grille de criticité qu'on a avec une matrice, donc on a croisé avec nos enjeux déterministes qui, pour les gens qui l'ont travaillé, qui étaient sur les sites, n'avaient pas besoin, je dirais, d'avoir des data climat. C'était juste qu'est-ce qui se passe si vous avez un événement de ce type-là, qu'est-ce que vous avez? On ne vous demande pas de regarder les data climat, qu'est-ce qui se passe si vous avez une inondation, qu'est-ce qui se passe si vous avez forte pluie, etc. Enfin, on a pris pas mal, on a référencé une douzaine, on va dire, d'événements climatiques plutôt extrêmes, hein, parce qu'on est vraiment dans le risque, on va dire, dans le risque physique au sens direct du terme pour les activités industrielles et dangereux. Voilà, donc ça nous a permis de faire un premier état. Donc là, c'est uniquement un état. On a une photographie et on l'a calqué sur, pareil, un petit peu comme Kemadad, sur actuel, 2035 pour le court terme, 2045 pour le moyen terme et 2085 pour le long terme. Ne demandez pas pourquoi pas sur la track, pas 2030, 2050. Non, je n'ai pas pris la track aujourd'hui parce que ce n'était pas mature et je ne trouvais pas les bonnes datas dans la track. Tout simplement, je n'avais pas suffisamment de data qui me paraissaient pertinentes. Parce que la track n'a pas été travaillée forcément pour le risque industriel, pas sur les extrêmes forcément, pas sur tout. C'est un petit peu le sujet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment on utilise les datas, quelles sont les datas disponibles. C'est au moins une entreprise qui fait ça. Pardon?
pourrais vous citer au moins une entreprise qui sait faire ça, mais je vous laisse Voilà, continuer. non, mais je ne la connais pas. Si, si. La deuxième, c'est maintenant évidemment de passer, enfin en parallèle, on a commencé à travailler sur la stratégie, parce qu'avoir une photographie, c'est bien, mais comment je vais gérer ce sujet? Pourquoi? Parce que déjà, il y a deux thématiques, il y a deux dimensions dans un risque physique. Il y a le niveau de risque, bleu, vert, rouge, si vous voulez, pour faire simple, mais j'ai aussi la cinétique d'évolution, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que le risque, il est maintenant, demain, après-demain, ou à long terme? Évidemment, il faut que je prenne mes hypothèses et comment je travaille. Est-ce que je travaille sur les rouges? Évidemment, les rouges court terme, mais est-ce que vaut mieux travailler sur les oranges long terme que les rouges, enfin voilà, sur les rouges long terme que les oranges moyen terme? Tout ça, c'était une logique à mettre en place. Et puis derrière, on est en train donc de... Donc ça, c'est pour l'existant. Comment je travaille sur l'existant en termes de stratégie, et puis aussi de mettre en place des processus pour les nouvelles installations, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que ça ne marche pas de la même manière. Il y a plein de gens qui travaillent, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, des avant-projets, des programmes, etc. Et comment j'intègre ce sujet? Donc on a intégré dans une fiche d'interface l'obligation de se poser la question et de regarder justement les matrices d'aléas qui étaient disponibles pour le site pour se dire, attendez, est-ce que j'ai des problèmes par rapport à ces aléas, par rapport à mon projet? Alors, on n'en est pas encore dans le détail de l'évaluation, mais en tout cas, c'est déjà de se poser la question, de dire, j'ai un projet, j'ai bien regardé ce qui allait se passer demain sur mon site, ou potentiellement sur mon site. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est évidemment de passer maintenant à la phase, je dirais, d'action, c'est-à-dire comment je construis mon plan d'action, mon plan d'adaptation à travers ma stratégie et ma photographie. Et là, j'ai envie de dire qu'on est en plein dedans. Donc, il faut qu'on construise ce plan d'adaptation que moi, j'appelle aussi un plan d'opportunité. C'est-à-dire qu'on a dit dans nos stratégies, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse absolument, j'ai envie de dire de la contrainte, que ce soit de la réglementaire ou potentiellement à terme, ou de la sécurisation de nos installations, de nos actifs, mais également ce que j'appelle de l'opportunité, c'est des actions qu'on aura identifiées, mais que potentiellement on va pouvoir intégrer dans des mises à jour, dans des documents, on va dire, des plans de maintenance, etc., etc. C'est-à-dire d'avoir vraiment de considérer aussi l'adaptation pas que comme une contrainte, mais potentiellement comme une opportunité à certains moments, parce que j'ai des événements, parce qu'évidemment tout ça, ça doit s'intégrer dans l'ensemble de la vie de la société. Donc comment j'intègre ce sujet? Mais il faut avoir des choses disponibles. Donc il faut avoir un calendrier, un catalogue de choses que je peux faire et peut-être les embarquer quand j'ai l'opportunité de le faire à travers des CAPEX, à travers des nouveaux projets, à travers des changements, etc. Enfin, tout un d'organisation, par exemple, etc. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on a construit. Voilà, donc on est très loin encore de la finalisation de ce plan et de sa mise en, je dirais, en application, mais c'est un petit peu comme ça on en est entre l'étape, on a fait l'étape 1, l'étape 2 aussi, on va démarrer cette étape 3. D'accord. J'ai l'impression que le tableau qui se dessine de l'adaptation pour les sites industriels, spécifiquement dans la chimie, est quand même assez divers. On a eu, vous avez parlé de la distinction entre nouveaux sites et sites existants. On voit qu'il y a quand même des niveaux de maturité qui peuvent être différents entre des grands acteurs comme Ariane Group et peut-être d'autres de taille plus petite. Gaël, est-ce qu'on pourrait tenter de donner une évaluation globale du niveau de maturité du secteur en matière de compréhension du risque et d'adaptation? Alors, ça va être difficile de mettre des pourcentages. Par contre, c'est vrai que quand on a monté le groupe de travail, ben, on a bien monté ce groupe de travail avec des grands industriels qui d'ailleurs n'étaient pas forcément cœur de métier chimie, mais des EDF, des Ariane Group ou autres que je ne citerai pas, qui eux étaient très en amont, très, très moteurs sur ce sujet. Donc ça vient pas forcément de notre secteur à l'initial. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui sont habitués à gérer les risques, donc les sites Céveso, qui sont habitués à cette potentiel de danger, donc niveau de gravité, niveau de probabilité, sont des industriels qui intrinsèquement vont être beaucoup plus à l'aise sur ces dimensions. Puis ensuite, viennent ceux qui ne sont pas Céveso, qui sont plus petits et effectivement où là, il y a toute une acculturation à décliner. Après, il y a aussi, même si on est une plus petite structure, si on a déjà vécu un événement qui a arrêté la production, par exemple, je pense que effectivement, on sera beaucoup plus enclin à regarder de près le sujet pour anticiper. Mais donc, il y a le volet risque industriel et il y a le volet effectivement perte d'activité. Donc la maturité globale du secteur, enfin on ne va pas se cacher, enfin elle est
c'est toute une mise en mouvement quand on n'est pas intrinsèquement habitué à cette gestion au quotidien du risque, ou qu'on n'est pas aussi, il y a un autre volet dont on n'a pas parlé, mais on peut être aussi un opérateur dit d'importance vitale. Alors pour notre secteur, ce sera directement des Céveso, hein, mais il y a aussi l'importance vitale si jamais l'activité s'arrête. Donc ça, c'est tout un autre pan d'activité qui, là, aussi, doit faire en sorte que, avec les évolutions du climat, c'est la directive, je vois, c'est dans le chat, hein, mais résilience des entités critiques, la production ne s'arrête pas. Donc, eux aussi sont très sensibilisés sur le sujet. Donc, la maturité, voilà, elle dépend de la taille, elle dépend de Céveso, pas Céveso, et elle dépend de ce qu'on a vécu par le passé. Et donc, elle est très, très, à plusieurs vitesses, hein, c'est sûr. Elle est à plusieurs vitesses. Et donc, nous, au niveau de la profession, c'est pour ça qu'on a commencé à, au moins via l'outil Kemadap, embarquer le plus d'industriels possible via. Puis il y a aussi les ateliers d'adaptation au changement climatique, hein, que j'ai pas suivis, mais que certains collègues, je pense, autour du téléphone ont pu suivre, qui sont, je pense, très intéressants pour cette première acculturation. Alors pour le coup, on avait travaillé avec l'ADEME aussi, mais cet outil n'a jamais vu le jour sur une formation très générale de tous les industriels euh, sur l'adaptation au changement climatique. Mais il y a toute cette démarche, effectivement. Je pense que c'est un des sujets les plus importants aussi qu'il faut prendre en compte quand on parle d'adaptation, c'est qu'on parle de gestion du changement. Et gestion du changement, c'est pas quelque chose de simple d'une manière générale. Ça l'est encore moins quand on parle de choses avec des incertitudes, avec tout un ensemble de. Et c'est vrai que c'est le vrai problème de ce périmètre aujourd'hui. C'est comment on arrive à embarquer tout ça, à faire avancer les choses suffisamment rapidement avec cette difficulté et surtout sur des structures qui sont relativement lourdes, hein. On parle des fois d'actifs qui sont. Enfin, c'est pas des choses qu'on décide pas comme ça de changer quelque chose en un temps, 3 mouvements. Ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps. Et c'est vrai que comment on arrive à avoir suffisamment de cinétique tout en respectant un certain nombre de temporalités qui sont nécessaires de toute façon, à la fois pour intégrer le mindset et puis aussi pour mettre, parce qu'il y a de l'argent, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut mettre sur la table qui sont évidemment ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval, sinon ça se saurait. Gaël, vous disiez que les sites Céveso ont une culture de la gestion de risque qui facilite, qui les rend peut-être plus réceptifs lorsqu'on va leur parler adaptation. Je me pose la question en pratique parce que j'ai l'impression qu'il peut aussi y avoir deux visions de l'impact du changement climatique, une qui va venir de la conformité réglementaire et des études de danger, l'autre qui va venir plus de l'adaptation et qui inclut évidemment des considérations de sûreté, mais aussi d'autres considérations. Et je me demandais, Christophe, peut-être que la question sera pour vous, en pratique, dans une entreprise comme Ariane Group, est-ce que ces deux pôles de vision de l'impact du changement climatique se recouvrent, ou est-ce que c'est deux choses qui fonctionnent de manière indépendante, ou est-ce que même ça peut être en concurrence parfois? Non, alors il faudra de toute façon. Enfin, moi, j'ai envie de dire, de toute façon, le changement climatique, on n'a pas attendu enfin, nous, en tout cas, quand on a eu ces événements et puis cette mise en vision, je dirais, du risque adaptation, c'est vrai qu'il est apparu plutôt on va dire, dans la culture. On a commencé à en parler il y a 2-3 ans maintenant. Avant, ça n'existait même pas, le terme adaptation. Je ne peux pas me souvenir qu'il existait. Les gens parlaient que d'atténuation, ils parlaient que de bilan carbone. Mais donc, c'est vraiment important, et nous, c'est comme ça qu'on a traité le sujet climat, c'est-à-dire qu'on a dit, mais c'est un risque. Donc, un risque, l'entreprise est là pour gérer ses risques. Ça fait partie, je dirais, des fondamentaux d'une entreprise, c'est de gérer ses risques. Donc, vraiment, le changement climatique doit s'intégrer dans la gestion générale des risques de l'entreprise, qu'ils soient financiers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient judiciaires, qu'ils soient ce que vous voulez. C'est un risque supplémentaire qu'il faut intégrer à la matrice de risque de l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on l'a pris. Après, évidemment, avec ses spécificités, sa manière de le traiter, etc. Donc, j'ai envie de dire, n'attendons pas une réglementation pour dire que c'est un sujet pour nous, puisque c'est vraiment des risques propres à l'entreprise et que si on a ce genre d'événement comme on l'a eu en 2022 ou d'autres événements qui peuvent arriver, je peux vous assurer que derrière, ça a des impacts relativement importants, que ce soit en production, en termes de coûts, etc. Donc c'est vraiment un risque à prendre en compte et à gérer d'une manière complémentaire. Après, toute la partie, je dirais, qui peut nous arriver d'un point de vue réglementaire, elle est nécessaire. Alors évidemment, il faudra adapter les choses pour que tout ça se parle à un moment donné. Mais je n'ai pas envie de dire qu'il faut attendre pour commencer à le traiter. Et ça permet aussi d'accompagner d'ailleurs l'évolution réglementaire de l'autre côté. Mais le normatif est important en tous les cas pour que
je dirais, toute une filière, tout un ensemble de périmètres d'un périmètre se mettent, je dirais, avec un même niveau de compréhension et d'action. Mais c'est comme dans tous les domaines, le réglementaire c'est une chose, on peut toujours faire plus, il y en a qui font moins, généralement c'est pas autorisé. Donc au moins, je dirais quelque chose qui nous donne une base minimale, et après, bah, je dirais à charge à chaque acteur de dire est-ce que c'est le bon curseur pour moi, est-ce qu'il faut que j'en mette plus, est-ce que ça suffit pour ce dont j'ai besoin. Oui. Très bien. Juste avant qu'on prenne les questions des participants, je voulais vous donner l'opportunité, si vous voulez dire un mot de conclusion, peut-être sur, de votre point de vue, comment on pourrait aujourd'hui accélérer l'adaptation dans le secteur de la chimie ou dans l'industrie en général. Gaëlle, est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez faire passer peut-être là-dessus? Accélérer, enfin nous, on a déjà mis beaucoup de choses en œuvre. Après, il faut le déployer avec nos régions, enfin que tout ça, ça percole jusqu'aux adhérents, les moins impliqués à ce jour. Donc ça, c'est une chose pour nous, la profession. Puis après, au niveau de l'administration, il y a effectivement, des rencontres croisées à avoir au plus vite pour que les règles du jeu soient bien connues et bien définies, pour qu'elles soient pertinentes et bien adaptées. Voilà, donc je pense que ce travail, il se met en place petit à petit, et que normalement, donc au début d'année prochaine, on devrait avoir une vision un peu plus nette. Après, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé le sujet des normes, où là, on n'a pas de visibilité. Ça faisait aussi partie du sujet PNAC. Et c'est pertinent, parce que sur par exemple, des capteurs de température, est-ce qu'il ne faudra pas, enfin j'ai un exemple comme ça, mais revoir la norme de tenue justement à la température du capteur pour que sa donnée soit toujours fiable. Donc ça, on n'a pas encore du tout travaillé ce volet-là, alors qu'il a aussi son importance, ou sur tout autre sujet normatif sur les camions, voilà, sur les essieux, enfin bon. Il est même fondamental parce que le délai je dirais, de mise en place à l'échelle, je dis bien à l'échelle de solutions, ça prend du temps. Il faut des fournisseurs, il faut des gens qui investissent sur le sujet. On n'est pas sur, je dirais, une solution data, parce que je dirais que la data, ça traite facilement. Quand il va falloir sortir des équipements physiques, c'est pas la même durée de mise à hauteur et de mise à l'échelle. Donc je pense que c'est un vrai sujet ce que tu dis là, Gaël. Ouais, c'est finalement cette cinétique, le mot est revenu régulièrement, Mais je crois qu'il faut vraiment, c'est une notion importante. Et qui fait aussi qu'il est tellement crucial de travailler sur ces grandes infrastructures ou ces grands projets parce qu'ils bougent très lentement. Et une fois qu'ils sont construits, on ne peut plus y faire grand-chose. Et moi, j'ai envie de dire, si on veut que les acteurs prennent le sujet en main, il faut mettre en place les bonnes lunettes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, le fait d'avoir mis en place un truc très simple pour enregistrer les signaux faibles, ça vous remonte plein d'informations. Et c'est vrai que si vous ne l'identifiez pas, ça reste un signal de fond que vous n'analysez pas.